J'avais oublié d'enregistrer. Donc, on continue donc avec la suite, un petit partage d'écran, la fonction f3. Alors, la fonction f3, on balaye très vite le problème parce qu'elle n'est pas continue en 0. Hein, quand vous calculez l'image de 0 par f, c'est 1. Quand x vaut 0, ça fait 1. Et quand on fait la limite à gauche, alors quand x tend vers 0 moins x au carré tend vers 0 plus, et par passage à l'inverse, 1 sur x au carré tend vers plus infini. Donc là, on a un problème de compatibilité des fonctions à gauche et à droite. Au voisinage de 0, on a un problème de continuité. Donc là, comme la fonction n'est pas continue sur R, ce n'est pas, enfin, elle n'est pas continue à 0, donc elle n'est pas continue sur R entièrement. Elle serait continue sur R, sauf en 0. Ça ne donne pas une fonction de répartition. Et je rappelle qu'on a besoin de la continuité. Et juste le caractère C1, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Par contre, F4, c'était une fonction de répartition. Donc là, on vérifie tous les points un à un. Elle est bien définie sur R. Bon, ça, il n'y a pas grand-chose à dire aussi de la manière dont elle est définie ici. Elle est définie sur R. C'est par définition. Alors, le caractère C1. Alors, elle est de classe C1, sauf éventuellement en 1, comme d'une part la fonction constante, et d'autre part, le quotient de fonction de classe C1, le dénominateur ne s'annulant pas. Au numérateur et dénominateur, ce sont des fonctions polynomiales, donc ce sont des fonctions de classe C infinie, donc a fortiori C1. Donc elle est C1 sur R, sauf éventuellement en 1. Alors pour la continuité, là il va falloir étudier la continuité globale et locale. Pour la continuité globale, ce sont les mêmes arguments que pour le caractère C1. Vous avez une fonction constante d'une part et des fonctions continues, le quotient de fonction continue, le dénominateur ne s'annulant pas d'autre part. Par contre, il faut étudier la continuité en 1. Donc, en 1, on va calculer la limite quand x tend vers 1 de cette expression. C'est ce que j'ai fait dans le corrigé. Vous avez la limite à gauche, c'est 0, et la limite à droite, mais quand vous remplacez x par 1, il n'y a pas de problème, hein, ça fait 0 aussi. Ça tend vers 0. Le numérateur tend vers 0 et le dénominateur tend vers 2. Ça tend vers 0. Et f4 de 1 vaut 0. Donc f4 est continu à 1, donc f4 est continu sur R. Pour savoir si elle est croissante, on va la dériver. Donc on dérive 0, là, 0, c'est 0. Et là, on dérive un quotient. Hein, donc on utilise la formule de dérivation. La dérivée de U sur V. Hein. U' moins UV' sur V carré. Donc on fait ce calcul de dérivée. Et on obtient cette expression-là, ici. C'est un calcul de dérivée classique, on va dire. Hein. On obtient cette expression-là, qui est positive. Hein. 4x est positif, puisque x est plus grand que 1, et x carré plus grand au carré est positif. Donc la fonction est croissante. À moins l'infini, alors, si on revient sur la fonction de départ, maintenant il nous reste à calculer les limites. Voilà. Donc, pour le calcul des limites, bon, c'est assez simple. Hein. À moins l'infini, on regarde bien comment la fonction. Alors, attention de ne pas tomber dans le piège ici, hein, de prendre que cette expression-là. À moins l'infini, la fonction vaut 0. Hein. Donc, elle tend vers 0, forcément, elle est même constante, elle vaut 0. En plus infini, on a une forme indéterminée, mais on a vu en début d'année qu'on peut utiliser le quotient des monomes de plus haut degré. Ce sont des fonctions polynomiales au numérateur et au dénominateur. Donc, le quotient des monomes de plus haut degré, au numérateur c'est x au carré, au dénominateur c'est x au carré. Donc, ça fait x au carré sur x au carré, c'est-à-dire 1. Donc, on a la limite en plus infini qui vaut 1. Donc, tout ça, ça nous permet d'affirmer que f4 est
la fonction de répartition du variable à densité. Pour calculer une densité, on l'a déjà fait précédemment, il suffit de prendre la dérivée qu'on avait calculée au moment où on se posait la question de savoir si la fonction était croissante. Donc on a une densité ici. Par dérivation. Après, il reste à calculer les probabilités. Là, toujours pareil, on vient s'appuyer sur la fonction de répartition. Et on regarde bien comment elle s'écrit. Alors, p de x supérieur à 3, c'est 1 moins f de 3. F de 3, ça vaut 3 au carré moins 1 sur 3 au carré plus 1. Donc, ça fait 8 dixièmes. Donc, 1 moins 8 dixièmes, ça fait 2 dixièmes. P de x compris entre moins 2 et 1, c'est f de 1 moins f de moins 2. Mais f de 1, ça vaut 0. Et f de moins 2, ça vaut 0. Donc, ça fait 0 moins 0, 0. C'est probabilité nulle. P de 2x plus 3 supérieur à 0, c'est P de 2x supérieur à moins 3. Ou encore P de x supérieur à moins 3 demi. C'est 1 moins f de moins 3 demi. Mais f de moins 3 demi, ça vaut 0. Donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Voilà un petit peu ce qu'il fallait faire dans cet exercice. Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Certains nous ont rejoints. Axel Harry, est-ce que ça va? Oui, monsieur, enfin, j'ai pas de question. D'accord. Vali? Ça va. Ça va. Oui. Mathilde est arrivée? Mathilde? Oui, monsieur, j'étais là. C'est toi qui es délégué? Oui, avec Laetitia. Oui, non, en fait, alors ce que je disais au continuer. Alors, si c'est bon pour tout le monde, on va terminer avec l'informatique. Vous aviez deux beaux exercices d'EDEC, enfin un exercice d'EDEC en premier. Alors, c'est un extrait d'un sujet. Et j'ai trouvé ces sujets intéressants. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de sujets de concours là, dans ce dernier TP d'informatique. Parce qu'il permet de mettre en œuvre des choses qu'on a vues ensemble. Alors, il faut bien analyser l'expérience aléatoire. En fait, l'expérience aléatoire, elle se fait en deux temps. Elle se fait en deux temps, c'est-à-dire qu'on a d'une part un lancer de pièces, pile ou face. Vous avez une pièce ici. Vous la lancez plusieurs fois. Et vous notez petit n. Enfin, grand N plutôt, le rang d'apparition du premier pile. N égale K, le premier pile apparaît au kème tirage. Et dans ce cas-là, après, vous prenez une ion. Alors, si n égale n, je vais reprendre l'écriture. Hein. Vous prenez une urne avec n boules. Et vous tirez une boule. Si c'est pair, vous avez perdu. Et si c'est impair, vous avez gagné. Voilà un petit peu un schéma qu'on pourrait faire au tableau. Hein. On tire une pièce, pile. N égale n, c'est le premier pile apparaît au nème tirage. Donc à ce moment-là, imaginez par exemple que vous avez eu le premier pile au 5e tirage. Vous prenez une urne avec 5 boules et vous tirez au hasard dans l'urne. Si vous tirez un nombre impair, vous avez gagné. Si vous avez tiré un nombre pair, vous avez perdu. Voilà un petit peu le processus de cette expérience aléatoire. Donc,
la difficulté ici dans cet exercice, c'est de créer quelque chose dans l'ordinateur qui repère les nombres pairs et les nombres impairs. Et pour ça, on vous a proposé de démontrer quelque chose avec la commande floor, la partie entière. Voilà un petit peu l'esprit de l'exercice. Alors, la loi de n, ben, tout simplement, alors ça c'est typiquement, typiquement, quand je dis typiquement, c'est d'ailleurs je n'ai pas transformé les questions, c'est vraiment les questions du concours. Je vous en parlais la dernière fois. Reconnaître la loi, quand on vous dit reconnaître la loi de n, il suffit de dire n, tiens, c'est une loi classique. Et c'est quoi comme loi classique? C'est la loi d'apparition d'un premier succès, c'est-à-dire d'un premier pile, au cours des preuves successives indépendantes. Et donc, c'est la loi géométrique de paramètres. Alors, la question 2A, c'est en fait une question qui porte sur un outil informatique qui permet de voir si on a un nombre pair. Donc, on doit montrer une équivalence ici. Quelle équivalence on doit montrer? On doit montrer que M est pair. Ce n'était pas une question facile, ça. Hein, si et seulement si. Alors, je vais noter un langage mathématique, puisque Flore, c'est partie entière. Hein. 2 fois partie entière de M sur 2 égale M. Moi, j'ai raisonné par double implication. C'est-à-dire, juste pour que vous compreniez, je vais au tableau, j'ai raisonné par double implication. C'est-à-dire, j'ai montré que, parce que par équivalence, ce n'est pas évident, on a un petit peu des nœuds au niveau du raisonnement. J'ai supposé que M était pair. Donc, j'ai montré l'implication dans ce sens. C'est-à-dire, je suppose que M est pair, et je montre que si M est pair, alors 2 fois partie entière de M sur 2 égale M. Et j'ai montré dans l'autre sens. J'ai montré que si 2 fois partie entière de M sur 2 égale M, alors M est pair. Voilà un petit peu l'esprit de la démonstration. Donc, première implication, si M est pair, j'utilise le fait qu'un nombre pair, il peut s'écrire M égale 2K, avec K un entier. Mais alors, 2 fois partie entière de M sur 2, c'est 2 fois partie entière de M. M, je le remplace par 2K. 2K sur 2. Je simplifie par 2, et il me reste 2 fois partie entière de K. Mais comme K est un entier, je rappelle qu'un entier est égal à sa partie entière. La partie entière de 3, c'est 3. La partie entière de 3,2, c'est 3. Donc, c'est un entier, donc sa partie entière est égale à lui-même. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Que 2 fois partie entière de M sur 2 est égal à, non plus 2 fois partie entière de K, mais 2K. Et 2K, ça fait M. Donc, j'ai montré l'implication dans ce sens-là. La réciproque, je suppose que 2 fois partie entière de M sur 2 vaut M. Si je fais passer le 2 de l'autre côté, ça veut dire que partie entière de M sur 2 égale M sur 2. Donc, si partie entière de M sur 2 égale M sur 2, ça veut dire que M sur 2 est un entier, ce qui est égal à sa partie entière. Si c'est un entier, ça veut dire qu'il existe K entier tel que M sur 2 égale K. Et si M sur 2 égale K, en faisant passer 2 de l'autre côté, ça veut dire que M égale 2K. Donc, M est un entier pair. Est-ce que vous avez compris cette démonstration? Ou bien est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on reprenne? Alors, le dernier programme à compléter, c'était en fait traduire l'expérience aléatoire. Hein. Donc ici,
on fait la loi géométrique de paramètre P. Donc, l'ordinateur va choisir un n suivant la loi géométrique. Et ensuite, x égale ground 1, 1, UIN, n, ça veut dire on tire dans une urne avec n boules. On fait une loi uniforme. On fait une loi uniforme de 1 à n. Et ensuite, je dis quoi? Donc, x va me sortir en fait une valeur entière comprise entre 1 et n. Je dis ici 2 fois la partie entière de x sur 2 égale x. C'est-à-dire, en fait, je suis en train de tester s'il est pair ou impair. Si c'est vérifié, ça veut dire que c'est pair. Dans ce cas-là, j'ai perdu. Sinon, j'ai gagné. Voilà un petit peu ce qu'il fallait faire ici. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier exercice? Alors, on va passer à l'exercice suivant, écrit comme 2017. Alors, l'expérience aléatoire était assez compliquée, ici. Hein. On effectue une série limitée de tirage d'une boule avec remise dans une urne contenant n boules numérotées de 1 à n. Donc, c'est des tirages avec remise. Et à chaque fois, on note le numéro de la boule obtenue au quatrième tirage. Ensuite, on calcule une somme SK, la somme des numéros des boules obtenues lors des 4 premiers tirages. Et ensuite, on la compare avec une valeur n. C'était, je pense que vous avez eu le loisir de lire le sujet. Il y avait un exemple pour essayer de comprendre, parce que c'était un petit peu compliqué. Hein. Si n égale 10, et si vous avez obtenu au premier tirage 2, 4, 1, 5, 9. Hein, je rappelle qu'on a une urne qui contient n boules. Donc n vaut 10. Donc vous tirez des boules numérotées entre 1 et 10. Donc S1, c'est 2. Donc vous faites la somme successive des valeurs. S2, c'est 2 plus 4, 6. S3, c'est la somme des 3 premières valeurs. 2 plus 4, 6, 1, 7. S4, c'est 7 plus 5, 12. Et S5, c'est 21. Et Tn, c'est égal au nombre de tirages nécessaires pour qu'on dépasse la valeur n. Donc Tn, ici, T10, puisque n vaut 10, c'est 4. Pourquoi? Parce qu'il faut, c'est à partir du 4e tirage qu'on dépasse la valeur 10. Donc c'était une expérience assez compliquée. Alors, voilà le sujet proposé. On rappelle qu'en langage syllabe, l'instruction ground 1 UIN, 1 n renvoie un entier aléatoire de 1 à n. Et on essaie de simuler la variable aléatoire Tn. Alors, moi, ce que je vous ai proposé, c'est la chose suivante. Je fais des initialisations. S, ça va représenter la variable aléatoire grand S, c'est-à-dire la somme des valeurs trouvées. Et je vais dire, tant que S est inférieur à N, je vais refaire un tirage. Donc, je retire dans l'urne. Et je calcule une somme, c'est-à-dire j'ajoute à S la valeur trouvée. Y, c'est un compteur. Je compte le nombre d'étapes nécessaires. Donc, quand est-ce que le programme va s'arrêter? Le programme va s'arrêter quand S sera supérieur ou égal à N. Et à ce moment-là, ça va me donner Y, qui va être le nombre d'étapes, c'est-à-dire le nombre de tirages nécessaires pour que la valeur S soit supérieure ou égale à N. Alors ensuite, il y avait deux fonctions. La fonction frec_tn et la fonction loi_tu. Alors, il faut regarder un petit peu ce que ça représente frec_tn. Frec_tn, vous avez une grande matrice, parce qu'il y a marqué zeros
zeros, un n. Avec que des zéros. De taille n. Et vous allez en fait, à chaque fois faire l'expérience Tn. C'est-à-dire vous allez récupérer, vous allez faire 100 000 fois l'expérience. Et à chaque fois, donc par exemple, vous faites une première expérience, vous trouvez Tn égale 4. Après, vous trouvez Tn égale 5. Après, vous trouvez Tn égale 2. Après, vous trouvez Tn égale 4. À chaque fois, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la valeur de la matrice, la position correspondante, 1, 2, 3, 4, et elle va transformer 0 en 1. Et là, elle va mettre un 1, en 5. Après, en 2, elle va mettre un 1. Et après, elle va retrouver 4, donc au lieu d'avoir 1, elle va faire 1 plus 1, 2. Donc la matrice va stocker, en fait, pour les 100 000 essais, le nombre de fois où chacune des valeurs de Tn apparaît. Le nombre de fois où Tn apparaît, la valeur Tn vaut 1, Tn vaut 2, etc. Donc, ceci étant fait, quand on va alors ensuite, on divise 100 000 pour avoir la fréquence, bien sûr. On divise les valeurs par 100 000 pour avoir la fréquence. Et ensuite, on va faire quoi? On va regarder, si on regarde la fin du programme, on va demander à l'utilisateur, bien sûr, de donner n. Et on va tracer, alors c'est où? X égale frec de t. On va tracer un diagramme en barre. Donc le diagramme en barre, en fait, il va. Alors ici, c'est pour n égale 5, n égale 10, etc., etc. On va avoir un diagramme en barre qui va correspondre à la fréquence d'apparition des différentes valeurs de la variable Tn. Pour la variable loi TO YN, c'est en fait une variable qui suit la loi K-1 sur prod de 1K, c'est-à-dire K factoriel. Et ensuite, on va faire un plot de D de loi TO, c'est-à-dire qu'on va juste placer des petites croix. Donc, la loi frec de Tn est représentée par le diagramme en barre et la loi TO par les petites croix. Donc, voilà ce que j'ai noté dans le corrigé. La fonction frec T effectue 100 000 simulations de la variable Tn et renvoie un vecteur qui représente les fréquences obtenues suivant les valeurs de Tn. Sa représentation graphique, c'est le diagramme en bâton ou en barre. La fonction loi TO YN renvoie un vecteur de taille n, tel que le kn coefficient de la valeur de P de y égale k. Y est une loi discrète qui vérifie la relation k-1 sur k factoriel. Les valeurs sont représentées par des croix. Pourquoi? Parce que l'indicateur ici au concours, même si vous ne voyez pas très très clair, c'est la manière dont ça va être représenté, soit du plot de D, soit du bar. Du bar pour frec et du plot de D pour la loi TO. Bon, c'était un exercice un peu difficile, il faudra peut-être le reprendre l'année prochaine, parce qu'on n'avait pas, là j'étais en informatique, mais on pourra éventuellement le reprendre l'année prochaine dans son intégralité, avec toute la partie probabilité, étude de probabilité. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, monsieur. Bon, je suis conscient que la partie informatique, là, est difficile, surtout le deuxième exercice est difficile. Donc, vous inquiétez pas trop. On aura l'occasion de reprendre ce sujet-là l'année prochaine, peut-être dans un devoir maison ou un devoir sur table, on verra. Mais on pourra très bien reprendre ce sujet. Parce c'est un grand sujet, un grand sujet de proba, assez long, assez intéressant, avec de l'informatique, mais aussi un gros volet probabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez me dire oui ou non, hein.
pas trop. Pas trop. Alors, je suis conscient aussi qu'on est sur la fin du programme et le chapitre 24 est quand même relativement compliqué parce qu'il fait appel à beaucoup de notions qu'on a vues précédemment et notamment une partie des notions qu'on a vues pendant le confinement. Il faut vous dire que l'important, c'est de vous imprégner de ces notions-là, notamment sur le chapitre 24, vous imprégner de ces notions, et on aura tout le loisir de les retravailler l'année prochaine, puisqu'on va vraiment revenir sur les variables à densité. On va revenir aussi sur la convergence intégrale. Vous verrez qu'on aura des outils supplémentaires assez performants pour savoir si une intégrale est convergente ou pas. Et ensuite, on aura tout ce travail à reprendre de fonctions de répartition, densité, etc. Bien sûr, plus vous assimilez en première année, mieux c'est. Mais on aura vraiment tout le loisir de reprendre ça. Donc, là-dessus, vous inquiétez pas trop si vous n'arrivez pas à tout comprendre. Par contre, ce qui est important, c'est de bien maîtriser ce qu'on a vu précédemment, notamment la continuité. Vous voyez, on a des problématiques de continuité, de classe C1. Là, par contre, c'est des thèmes qu'on ne va pas reprendre en deuxième année. Non, je vais me baser sur les acquis de première année. Et ce sont de toute façon des thèmes qu'on n'a pas vus en confinement. Voilà un petit peu pour ce qu'on verra l'année prochaine. Et donc, comme on aura quand même un chapitre sur les variables à densité et un chapitre sur les intégrales, disons ces deux grands chapitres-là, on aura vraiment du temps pour les reprendre en deuxième année. Ceci étant dit, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à vendredi. On reprendra la séance classique à 8 heures. Je vous envoie comme d'habitude dans la foulée le travail à faire. Et je vous souhaite une bonne semaine, un bon travail. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Moi, monsieur. D'accord, monsieur. Monsieur, Ah, oui? vous allez publier le truc sur YouTube, la séance. Oui, je vais les mettre sur YouTube là. Ok, merci. Voilà. J'en ai. Au revoir.